On va passer à la suite avec Jean-Eudes Gana, que je ne vois pas encore, mais qui devrait ne pas tarder, qui est militant identitaire et catholique. C'est très important. Il vient de l'Alvarium et il vient nous présenter, et bien sûr, si je tourne la slide, ce sera encore un peu mieux. Il vient nous présenter pourquoi est-ce qu'il faut être résistant aujourd'hui et quel était le rôle de l'Alvarium dans cette résistance. Bonjour à tous. Merci d'abord aux organisateurs, en particulier à Romain et à Jean-Yves Le Gallou, qui nous montrent l'exemple, car malgré un âge avancé, je n'ai pas encore dit qu'il avait un grand âge, mais un âge avancé, continue à militer et à montrer l'exemple. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de vous parler sur le thème de faire face aux persécutions politiques. Pour un certain nombre de personnes, et en particulier pour nos détracteurs d'ailleurs, peut-être peut-il sembler un petit peu paradoxal, voire exagéré, de parler de persécutions politiques pour des gens qui se sont montrés, dans un passé encore récent, favorables à des régimes autoritaires tels que celui de Bachar al-Assad, ou alors qui soutiennent parfois dans notre mouvance un autre régime autoritaire comme Vladimir Poutine. Enfin, n'est-il pas un peu paradoxal que l'extrême droite, bête et méchante, se mette à dénoncer des persécutions politiques ? Eh bien, de toute évidence, non. Et je crois que là-dessus, il n'y a pas de débat parmi nous. Il est clair et net que nous vivons dans un pays qui, sous des apparences de liberté, est en proie à un régime qui n'hésite pas à pratiquer la persécution politique. Comment ne pas parler ces dernières années des dissolutions, parmi lesquelles évidemment la plus emblématique est celle de Génération Identitaire, mouvement politique qui a été dissous pour le simple fait de s'être opposé à l'immigration. Comment ne pas parler, puisque le cas me concerne, de l'Alvarium, petite structure locale qui a été dissoute également pour sa simple opposition à l'immigration, toujours au nom de prétextes fallacieux relayés par la presse. Et puis, puisque nous parlons des dissolutions de mouvements politiques, il faut en venir au fondement. Nous avons un problème, évidemment, dans notre pays, avec la liberté d'expression. Ce qui a commencé avec les lois Pleven et Guesso continue aujourd'hui de manière absolument amplifiée et sur tous les sujets, au détriment de nos libertés les plus élémentaires. Et c'est ainsi que de petites persécutions locales en petites persécutions locales, on se retrouve avec des militants identitaires, des militants patriotes en prison, soit tout simplement pour avoir pensé ou écrit différemment, soit pour s'être défendus face à des agressions orchestrées, encouragées, soutenues, voire suscitées par le système lui-même. Je pense à beaucoup de militants, mais évidemment, je suis obligé de vous citer le cas de mon petit frère qui, pour avoir défendu notre local politique, l'Alvarium, s'est retrouvé, pour avoir mis un coup de poing sans qu'il n'y ait de blessés graves, en prison 6 mois durant, parce que le salopard était récidiviste. Il avait volé, en plus, dans sa vie, un drapeau devant une gendarmerie. Ce qui a été qualifié, bien sûr, comme attaque et intrusion sur un territoire militaire. Je pense que même le régime soviétique aurait à apprendre de certains jugements qui sont rendus dans nos tribunaux français, de notre Sainte Mère, la République. Plus récemment encore, voyez, je vais vous raconter un petit peu ma semaine, pour vous dire à quel point je suis désolé de vous raconter ma vie, mais cette semaine, j'ai été convoqué 2 fois par la police. Une fois mercredi, une autre fois jeudi. Mercredi, j'ai été convoqué parce qu'il m'arrive d'effectuer des missions humanitaires. Et comme je suis évidemment du mauvais côté de l'échiquier et que je me rends parfois dans des pays en guerre, la police me soupçonnait de trafic d'armes. Pensez donc, imaginez un petit peu ces pauvres Arméniens sous le pilonnage des Turcs qui ont à peine de quoi se défendre. Et ça paraît évidemment évident et certain à tout le monde que c'est à moi qu'ils vont donner leurs armes pour que je puisse aller la revendre à des gens parmi vous, par exemple.
Voilà, j'ai été convoqué une fois pour donc soupçon de trafic d'armes et une seconde fois parce que j'ai osé manifester le 6 février dernier, un hommage statique et silencieux durant une bonne vingtaine de minutes. Et pour cela, le préfet du Maine-et-Loire a utilisé les caméras de vidéosurveillance de la ville pour faire convoquer une quinzaine de militants, tous ceux qu'il aura pu retrouver, et les faire condamner à 682 € d'amende. Lorsque l'on compare ça aux débordements réguliers, qui n'ont même pas d'ailleurs de prétexte, un match de foot, rien, une bande de racailles qui a envie de s'amuser, ou de brûler une voiture pour se réchauffer un petit peu, évidemment, la chose semble absolument lunaire. Mais à ces persécutions judiciaires s'ajoute toujours celle de la presse qui, vous savez, est persuadée d'être une presse libre, elle, contrairement à celle des régimes dictatoriaux. Et cette presse qui, parfois, puisqu'il y a quand même des journalistes qui font leur travail honnêtement, participe à de véritables lynchages, de véritables matraquages médiatiques où les accusés sont condamnés d'avance puisqu'ils l'ont déjà été dans la presse. Alors évidemment, au moment de paraître devant le juge, il est bien établi dans la tête de tout le monde que de toute manière, ils sont coupables. Et cette presse-là n'hésite pas, bien sûr, et vous n'êtes pas à convaincre, à mentir ou à tordre les faits de telle manière que si le mensonge n'est pas effectif, il est réalisé au moins par omission. Mais, mes chers amis, cette persécution politique ne concerne pas seulement les jeunes excités que nous sommes. Elle ne concerne pas seulement les militants politiques. Elle vous concerne vous aussi. Et je ne sais pas si cette intervention est retransmise, mais elle concerne également l'internaute apolitique qui peut-être regardera cette intervention. Puisque, en réalité, le port obligatoire du masque, les confinements, la multitude d'autorisations préalables avec lesquelles on nous rabâche les oreilles et on nous pourrit la vie pour percer une fenêtre, détenir 4 moutons dans son jardin, que sais-je, avoir un cabanon de jardin, que je crois que la taxe va encore augmenter cette année sur votre cabanon de jardin. Voilà. Ces choses-là, qui ne semblent après tout pas tellement des persécutions, elles vous sont réservées à vous. Et il faut dire quand même les choses, elles sont réservées grosso modo aux Français de souche. Elles sont réservées aux Blancs, à celui qui paye ses impôts, à celui qui bosse, à celui qui n'embête personne. Et c'est en cela que c'est une persécution politique. Puisque l'on a bien vu que... On a bien vu que les différentes mesures liberticides qui avaient été mises en place à l'occasion, j'allais dire à cause, mais c'est juste à l'occasion du coronavirus, n'avaient pas été mises en place de la même manière pour tout le monde. Comment ne pas se souvenir que des arrêtés préfectoraux, dans certains quartiers qui sont, alors on n'a plus le droit de dire remplacés, je dirais multiculturels, puisque la France est multiculturelle, dans certains quartiers multiculturels, il y a eu des arrêtés préfectoraux pour faire obtenir des dérogations aux gens qui fêtaient le ramadan. Et en cela, il est évident que les persécutions, puisque nous sommes à un état de fait où de toute manière les restrictions sont telles qu'on peut parler de persécution, ces persécutions-là, elles ne s'appliquent pas à tout le monde. Enfin, on m'a demandé d'intervenir, je m'écarte un petit peu sur comment faire face donc aux persécutions politiques. Il y a évidemment, et encore une fois, Jean-Yves Le Gallou nous a montré la voie, il y a des réseaux de solidarité, je pense à l'association Solidarité pour tous, je pense à l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, je crois qu'elle a des représentants qui sont présents aujourd'hui, je pense à toutes ces associations qui aident les militants politiques condamnés, et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on peut l'imaginer. J'ai fait un calcul, rien que pour l'année à venir à Angers, entre les poursuites pour reconstitution de ligue dissoute, racisme supposé ou considéré comme tel par le système, manifestations interdites, etc. On arrive à un potentiel d'amende qui n'est pas loin de 75 000 € à payer pour en tout une quinzaine de jeunes qui n'en ont évidemment pas les moyens. Donc ces associations ne sont pas seulement importantes, elles sont vitales si l'on veut pouvoir continuer à défendre un petit peu la vérité dans ce pays. Et puis, il y a un point sur lequel je souhaite insister aujourd'hui, c'est la nécessité qu'il y a à être solidaire de tous les condamnés politiques. Car en réalité, on voit bien souvent dans nos milieux des gens qui vous disent « Ah oui, non mais
Lui, d'accord, il est condamné, c'est injuste, mais est-ce que véritablement on peut le soutenir parce qu'il a un petit peu forcé tout de même? Et le problème, c'est que lorsque l'on accepte que quelqu'un, qui est peut-être parfois un peu girovague, soit condamné pour délit d'opinion, il ne faut pas s'étonner que par la suite, on soit le prochain sur la liste. Je vais vous donner un petit exemple quand même du niveau de répression. J'ai parlé tout à l'heure des lois Pleven, puis des lois Guesso et tout. Aujourd'hui, bientôt, il sera interdit de dire à la maîtresse de son enfant qu'un homme enceint, ça n'existe pas. J'ai parlé des dissolutions. Qu'on pense un petit peu, peut-être que certains d'entre vous ont connu cela, la dissolution d'Ordre Nouveau fait suite à une véritable bataille de rue avec cocktail Molotov, etc. La dissolution d'Unité Radicale, plus tard, fait suite à une tentative d'assassinat sur le président. Le Troisième Voie, les Jeunesses nationalistes, etc. ont été dissoutes après que Clément Méric trouva la mort dans une bagarre. On peut revenir sur les causes de la culpabilité, etc. Mais voilà. Les Identitaires puis l'Alvarium ont été dissous sans aucune raison. Donc au rythme où on va, j'ai entendu quelqu'un rire, mais véritablement, on pourra être condamné pour avoir dit que les hommes enceints, ça n'existe pas. Alors pour faire face aux structures militantes, aux persécutions politiques, il y a une urgence à soutenir les structures militantes. Ce n'est pas seulement l'œuvre de quelques excités. Et enfin, j'ai parlé de l'aspect financier, j'ai parlé du fait qu'il faille militer un petit peu, mais pour faire face aux persécutions politiques, peut-être faudrait-il aussi s'engager réellement. Et je ne sais pas si dans cette pièce nous sommes tous suffisamment engagés, je me mets dans ce lot-là également, mais je n'aimerais pas que dans 40 ans, une vieille personne raconte à ses petits-enfants que « Ah, c'est vrai, nous, l'extrême droite au sens large, les patriotes, nous avions raison. Nous avions la vérité. » Mais le militant nationaliste ne devrait pas se contenter d'avoir raison, car s'il n'agit pas, cela n'aura servi absolument à rien. Et je pense que quels que soient nos âges aujourd'hui, il est tout à fait possible de s'engager. Il est tout à fait possible d'éditer un tract dans son immeuble, dans son quartier. Il est tout à fait possible de soutenir financièrement. Il n'est pas réservé aux gamins de 20 ans de tenir des structures militantes, de participer à des maisons d'édition. Enfin bref, tout ce qui peut nous permettre de faire face et d'y remédier une bonne fois pour toutes aux persécutions judiciaires et politiques dans notre pays. Merci beaucoup pour votre attention.